Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Je pensais que c'était fini, ça. Là, tu parles de guerre en Iran. Moi aussi, je pensais... Enfin, c'était supposé être réglé aujourd'hui, tu comprends? Ouais. Il était supposé, on parle de Donald Trump, réunir son cabinet de crise, bombarder massivement l'Iran aujourd'hui, et puis voilà, ça serait terminé. Mais non, il a reculé à nouveau, et figure-toi que les négociations vont très, très bien. Alors, tu sais, si c'était pas des centaines... Il y a des milliers de morts là-dedans, tu sais. Il y a des enjeux financiers énormes. Il y a des gens qui ont des gros problèmes à rejoindre les deux bouts à travers le monde à cause de cette crise-là. Mais si c'était pas de ça, j'aurais l'impression de te décrire un numéro de clown. Ça n'a aucun sens ce que Trump est en train de faire. Il avance, il recule, il dit n'importe quoi. Alors, ce qui filtre des négociations, et on ne sait pas trop parce que ça filtre, comme je te dis, c'est que l'Iran demanderait le dégel d'une grande partie de ses avoirs à l'étranger, demanderait de pouvoir toucher des droits de péage dans le détroit d'Ormuz par navire marchand qui passe, $1 million. Il y a déjà, semble-t-il, une organisation iranienne qui est en train d'être mise sur pied pour ça. Et surtout, l'Iran demanderait des dédommagements de guerre par les États-Unis. Ben, sais-tu quoi? Les gens qui reçoivent des dédommagements, dans l'histoire moderne, c'est les vainqueurs. Et l'Iran se comporte en ce moment comme si elle avait gagné la guerre. Je ne sais pas si elle a vraiment gagné la guerre, c'est un Iran, s'il a gagné la guerre, mais ça ressemble beaucoup à ça. Mais il y a plus de nouvelles de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, là, dans le pays même, pour la population. Non, tu reviens souvent là-dessus. Non, puis l'Internet est suspendu à l'intérieur de l'Iran, et il n'y a pas de journalistes étrangers qui peuvent travailler là véritablement. Donc, on n'a pas beaucoup de nouvelles de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, mais on sait, puis je te reviens toujours avec la même réponse, parce que c'est à peu près tout ce qu'on sait, que la poigne du régime est de plus en plus forte, et on sait que les radicaux fondamentalistes religieux, les gardiens de la révolution, ont accédé à de plus en plus de postes importants. Ça, on le sait. Puis en contrepartie, c'est toujours la même logique. On voit bien que les négociateurs en Iran essaient d'étendre de plus en plus les négociations parce qu'ils savent que Donald Trump est en difficulté. Je t'entendrais plutôt parler de ça avec les négociations entre le Canada et les États-Unis. Même chose. Effectivement, le Canada a intérêt à étendre les négociations parce que la popularité de Donald Trump est en chute libre et qu'aux élections de mi-mandat, les démocrates pourraient bien remporter les deux chambres. Fait que, attendons voir, mettons. Hein? On attend, mais plus on attend, plus la défaite des États-Unis semble réel. Il y a ça aussi. Ce qui est pas mieux, ce qui est pas mieux non plus là, dans ce cas-là, dans le dossier. C'est pas mieux la défaite des États-Unis, c'est pour le régime iranien. C'est ça. Oui, comme toi. Oui. Alors, puis, la seule chose qui est vraiment importante, Benoît, je te dirais, c'est que l'Iran n'acquiert jamais d'armement atomique. Parce qu'on voit comment ils se comportent avec leurs voisins, etc. C'est des fanatiques religieux. Ça, c'est très, très important. Et là-dessus, moi, je suis à 100% du côté de Trump. Poutine arrive en Chine pour faire quoi? Pour visiter, tout simplement, son bon ami Xi Jinping. Évidemment, tout le monde se dit, tiens, comme c'est curieux, comme c'est étrange, Poutine qui s'en va en Chine juste après la visite de Donald Trump. Est-ce que c'était planifié depuis longtemps? On ne sait pas. Est-ce que c'est une visite qui s'est décidée à la dernière minute? On ne sait pas non plus. Mais ce qui est très important, c'est de voir comment il va être reçu, Poutine, sûrement très bien. Et ce qui est très important, surtout pour la Chine, c'est de se placer en grand médiateur entre les États-Unis et la Russie. Ce que la Chine est en train de faire de plus en plus, c'est-à-dire que la Chine est en train de redevenir ce qu'elle a été pendant des siècles, le centre du monde. Et les Chinois sont très, très à l'aise, très heureux dans ce rôle-là. Alors, la Russie, elle, va mal, elle a besoin de la Chine. On s'attend à ce qu'il y ait peut-être une annonce d'un gazoduc qui soit faite. C'est le Force Sibérie 2, 7000 kilomètres de gazoduc. Mais la Russie est en train de devenir de plus en plus dépendante de la Chine économiquement. 30% des exportations
chinoises, des exportations russes, vont vers la Chine, et 40% des importations russes proviennent de la Chine. De son côté, la Chine n'a presque rien de la Russie. Il y a que environ 4% de son commerce qui dépend de son commerce extérieur, qui dépend de la Russie. Donc presque rien. Donc oui, la Russie est en train de devenir captive de la Chine. C'est ça qu'on est en train de voir aussi. Penses-tu que M. Poutine va être amené dans le même jardin que M. Trump? Oh, je sais pas. Tu sais, s'il va à Zhongnanhai, c'est un grand complexe où habitent les dirigeants chinois, les hauts dirigeants chinois. C'est immense, c'est un grand parc. Alors, ils ont le choix, ils peuvent aller à plusieurs endroits. Mais c'est sûr, moi je m'attendrais à ce qu'il soit reçu à Zhongnanhai. Il y a déjà été de toute façon. Ouais. Donc c'est pas exclusif à Donald Trump qui parlait comme si c'était exceptionnel. Nixon y a été, Pierre Elliott Trudeau a été là. Ah ben là. C'est pas exclusif du tout. Toute évidence. Un mot avant qu'on se quitte là sur l'Ebola. Ça, c'est une mauvaise nouvelle et l'Organisation mondiale de la santé est très, très préoccupée par ce qui se passe. Il y a une épidémie, une flambée d'Ebola en République démocratique du Congo, 500 cas recensés, 131 morts au moins. Et cette propagation est très, très rapide. Ça se fait en plus dans une zone de guerre. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette souche d'Ebola n'a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin contre cette souche d'Ebola-là. Et donc, l'Ebola, ça se répand avec les fluides humains. Un simple contact avec la sueur peut faire en sorte que l'Ebola soit transmis. Donc, il y a du personnel médical qui est déjà mort. Il y a des patients qui ont ça. Tu sais, au début, ça donne l'impression qu'on a la grippe. Puis ensuite, très très rapidement, la condition des malades se détériore. Ils ont des vomissements, de la diarrhée, de l'insuffisance rénale. Puis je pense qu'il y a quelque chose comme environ 50% des gens qui ont attrapé l'Ebola qui meurent. C'est très très létal. Donc on est inquiet, c'est dangereux et tout le monde surveille ça. Avec plaisir, hein. C'est pas inquiétant, pas du tout. Alors, à revoir nos vacances au Congo. Ici pour le moment, c'est confiné à l'Afrique pour le moment. Ouais. Même s'il y a un Américain qui se fait soigner en ce moment en Allemagne pour ça, là, mais. Ah oui, hein. Et il y a pas d'avion qui part du Congo vers l'Europe ou les Amériques. Des quoi? Des avions? Non, ça n'existe pas. Ah non, ok, c'est ça. C'est ce que je pensais. Super. Merci, Luc. À demain.